Bon, mais écoutez, je pense qu'on va démarrer et puis s'il y a des retardataires qui arrivent, ils nous prendront en cours de route. Donc voilà, nous organisons entre Secoyam et Diac Consult Environnement un petit webinaire pour répondre à quelques interrogations que vous pourriez avoir sur les mesures d'empoussièrement sur les chantiers en présence d'amiante. Donc on a voulu faire un petit point sur les obligations qu'il devait y avoir, à la charge de qui et qu'est-ce qu'on attendait exactement. Et donc faire un petit point d'actualité suite à l'apparition du dernier question-réponse métrologie de la Direction générale du travail, donc qui est sorti en début d'année, et puis d'autres documents notamment un ED de l'INRS sur la validation des processus. Enfin bref, faire un petit point avec vous sur l'actualité de l'amiante en matière de mesures d'empoussièrement. Donc nous allons faire cette conférence à trois. Moi-même, donc Mélanie Loridan, je suis consultante en gestion du risque amiante. J'accompagne à la fois les entreprises de travaux, donc que ce soit en sous-section 3 ou en sous-section 4, et puis les entreprises, enfin, les maîtres d'ouvrage, les maîtres d'œuvre qui ont besoin qui se posent des questions sur cette gestion de risque amiante. Je vais laisser la parole à Jérémy et Marie. Bonjour à toutes et à tous, donc Jérémy Bev, donc comme la Mélanie l'a dit, en collaboration ici pour ce webinaire. On est un laboratoire de mesure d'empoussièrement amiante au sens échantillonnage et prélèvement, notamment dans notre portée d'accréditation. Je suis responsable de laboratoire et responsable technique. Et donc, je vais laisser la parole à Marie de suite, qui va se présenter. Donc, bonjour à toutes et tous. Merci de votre présence. Donc, je m'appelle Marie-Bève, je suis responsable qualité et également de la partie commerciale au sein du laboratoire Diac Consult Environnement. Donc, j'ai participé au montage du système de management de la qualité. Je vais vous faire une petite présentation de la société. Donc, nous sommes accrédités depuis maintenant quelques mois sur les mesures d'empoussièrement amiante. Nos bureaux sont basés à la Chapelle-d'Armentières. Donc, on intervient sur tous les Hauts-de-France, voilà, les départements qui sont également limitrophes et au-dessus de la région parisienne. Ensuite, la partie du Diac Consult du webinaire sera assurée par Jérémy. Mais je reviendrai en fin de webinaire pour toutes les questions qui ont attrait à la qualité et éventuellement à l'aspect commercial, mais surtout à la qualité, si vous en avez. Surtout, n'hésitez pas au fur et à mesure du webinaire de noter vos questions sur le chat qui est disponible, de sorte qu'on puisse répondre au maximum de questions à la fin, tous ensemble. Voilà. Merci à vous. On va essayer de répondre au fur et à mesure aux questions. On verra comment vous répondre au fur et à mesure. Alors, donc, pourquoi est-ce qu'on réalise des mesures? En fait, il y a deux objectifs principaux à réaliser des mesures sur un chantier d'amiante. On a l'avantage en fait d'avoir une grande facilité avec l'amiante, c'est qu'on sait mesurer exactement quel est le risque. Donc finalement, ça nous permet d'avoir une bonne maîtrise du risque. Donc on va avoir un rôle central des mesures d'empoussièrement pour évaluer le niveau dans lequel on se situe. Et c'est en fonction du niveau dans lequel on se situe qu'on va mettre en place les installations de chantier, donc que ce soit les moyens de protection collective, comme les équipements individuels. Donc, définir ce niveau d'empoussièrement, finalement, est vraiment est primordial pour définir comment on va pouvoir travailler sur un chantier en présence d'amiante, que ce soit d'ailleurs en sous-section 3 comme en sous-section 4. Et puis l'autre intérêt de ces mesures, c'est de vérifier finalement l'absence de pollution dans l'environnement. C'est quand même très important, puisqu'on a un seuil de la santé publique à respecter, de 5 fibrolitres actuellement, et puis ça nous
permet de voir en fait si finalement la réalisation des travaux engendre des conséquences sur l'environnement du chantier. Donc les 3 niveaux d'empoussièrement, je pense que vous les connaissez, mais je vais quand même me permettre de vous les rappeler. Donc on a le niveau 1 qui se situe en dessous de 100 fibrolitres, le niveau 2 qui est entre 100 et 6000 fibrolitres, et le niveau 3 entre 6000 et 25 000 fibres. Et donc au-delà de 25 000 fibres, les travaux sont interdits. En fonction donc de ces niveaux d'empoussièrement, on va avoir, comme je vous le disais, des installations qui vont être mises en place, d'où l'importance de bien définir, puisque en fait, on n'aura pas le même type d'installation et donc des conséquences voilà, d'emprise sur le chantier, des conséquences du coût, forcément, qui ne vont pas du tout être les mêmes. En niveau 1, donc, on va avoir un confinement statique, une protection, en fait. On aura dans tous les cas un isolement, mais pas forcément les installations dynamiques qu'on va pouvoir trouver en niveau 2 et niveau 3, qui nécessitent donc toute une armada d'extracteurs et de contrôleurs de dépression, etc., qui vont permettre d'assurer la ventilation sur le chantier. Et puis après, pareil, au niveau des masques, ce ne sera pas forcément la même chose. D'où l'importance de bien définir ces niveaux d'empoussièrement. Donc les sources actuelles pour vérifier, pour connaître les niveaux d'empoussièrement, ça va être essentiellement 2 sources, donc la campagne Carto pour la sous-section 4 et la base de Scola, qui recense l'ensemble des mesures qui sont réalisées, donc avec quand même une très grande majorité de mesures plutôt en sous-section 3, puisqu'on a 93% des mesures qui relèvent de la sous-section 3. On a quand même quelques mesures en sous-section 4 si on veut s'y repérer un peu mieux. Donc, on a 3 grandes catégories de mesures d'empoussièrement. Donc, les mesures qui vont vraiment servir à cette évaluation des risques, donc qui vont être forcément liées à un processus. Alors, un processus, la DGT l'a rappelé dans son filière de métrologie, en fait, un processus, donc c'est une technique, enfin c'est un matériau, une technique et un moyen de protection collective à la source. Donc par exemple, la captation des poussières à la source, l'humidification, la brumisation. Donc ça va être les mesures en fait qu'on va chercher à valider pour permettre de situer notre niveau d'empoussièrement et la façon dont on va travailler. Ensuite, on va avoir les mesures d'empoussièrement environnemental, donc là qui sont du R44, 12, 124, 127, 128 et 140, qui sont toutes les mesures qu'on va réaliser avant, pendant et après. Donc les mesures qu'on dit environnementales sont également les mesures statiques. Et puis, une 3e catégorie qui concerne le contrôle du respect de la VLP, puisqu'en fait, on va devoir respecter, donc on a vu le seuil de la santé publique qui est à 5 fibrolitres, et puis le seuil pour les travailleurs qui est à 10 fibrolitres sur 8 heures. Donc, en fait, on va réaliser des mesures également pour s'assurer que sur 8 heures, on est bien à cette exposition-là. Alors, une question de Luc à laquelle je répondrai plus tard, et je vais la garder sous le coude. Hop. Alors, concernant donc les mesures spécifiquement sur les mesures alors je vois que tout mon tableau n'est pas affiché. Donc sur l'empoussièrement pour les chantiers de sous-section 4, comme je vous le disais, on va s'appuyer plutôt sur la campagne Carto. Et donc on a plusieurs cas. Le cas où on a déjà des mesures qui sont validées par la campagne Carto, donc il y a des 12 situations qui sont validées, et dans ces cas-là, on n'aura pas d'obligation de refaire de premières mesures à la mise en œuvre. Donc on ne parle pas de chantier test en sous-section 4, mais c'est à peu près l'équivalent. Et puis, si jamais on n'a pas cette mesure, on va devoir quand même s'appuyer sur une base de données fiable, donc Scola ou un autre, le D6262 par exemple. Et en fonction de ça, on va choisir des moyens de protection collective et des EPI, comme je vous disais au début, qui vont être déterminés par le niveau d'empoussièrement.
Et là, on aura une obligation de réaliser une première mesure. Donc ça, c'est pour différencier en fait finalement la sous-section 3 et la sous-section 4, où on n'aura pas le même cycle de validation, puisqu'en sous-section 3, on va devoir réaliser un chantier test plus 3 validations pour pouvoir vérifier et ensuite engager des mesurages périodiques. Je laisse la parole maintenant à Jérémy. Merci, Mélanie. D'un point de vue empoussièrement, d'un point de vue méthodologie, il me semblait intéressant de rappeler les différentes étapes principales, tout simplement parce qu'il y en a 3 très importantes qui reviennent dans tous les laboratoires au sens du laboratoire COFRAC en France, comme un laboratoire d'analyse médicale ou tout autre laboratoire. Il s'agit de l'échantillonnage, le prélèvement et l'analyse, tout en sachant que dans le domaine de l'amiante, on a une obligation en tant que laboratoire de réaliser, si on réalise l'échantillonnage, on a l'obligation de réaliser le prélèvement et les prélèvements qui s'ensuivent et qui sont définis dans la stratégie d'échantillonnage. Pour notre part, on sous-traite la partie analyse pour diverses raisons et en fait, c'est assez récurrent. Voilà, donc c'était ce que je voulais indiquer sur cette slide. Donc on a aussi une dernière partie éventuellement qui est le résultat. Le résultat dépend le résultat peut être COFRAC ou non en fonction des 3 premières étapes. Mais d'un point de vue terrain, d'un point de vue concret, on a vraiment 3 étapes. La dernière étant le résultat, est-ce qu'on est COFRAC ou non, et après est-ce qu'on est réglementaire ou non, qui est une 5e étape, mais qui n'est pas du ressort du laboratoire, qui est en tous les cas pas obligatoire dans les exigences réglementaires, que ce soit la 17025 et la bref diverses qu'on verra après. Donc il peut y avoir éventuellement 5 étapes, mais concrètement, de manière pratique, il y en a 3. Voilà, donc on peut passer à la slide suivante. Si tu veux bien, Mélanie. Oui. Parfait. Donc, au niveau de la mesure des niveaux d'empoussièrement et contrôler la VLEP. Il faut donc, pour les mesures d'empoussièrement, tu l'as déjà dit, mais effectivement, il faut avoir un organisme accrédité COFRAC avec différentes portées d'accréditation. Donc, les portées d'accréditation, elles sont diverses. Donc, elles sont sur la stratégie, le prélèvement et l'analyse. Ces 3 portées sont différenciées tout en sachant, comme je disais, l'échantillonnage et le prélèvement doivent être faits par le même laboratoire. Donc les portées, pour les lire, c'est peut-être pas l'objet de cette slide. Ensuite, donc on doit respecter les aspects normatifs, que je rappelle quand même. D'un point de vue stratégie, on a la norme 16007 qui est la norme européenne à la base, qui a été adaptée en France par un guide d'application. Finalement, certains points de la 16007 sont à reprendre, ils n'ont pas été repris dans le guide d'application, donc ils doivent être pris en compte, et d'autres ont été modifiés dans le guide d'application. Donc il y a un certain nombre de points normatifs. Ensuite, on peut dire qu'il y a une nouvelle norme, donc d'un point de vue prélèvement et analyse, on a 2 normes qui s'entrelacent un peu finalement. Et on peut simplement dire, d'un point de vue actualité, qu'il y a une nouvelle norme 43050 qui sortira en 2020, sauf exception, avec finalement, donc je l'ai noté à côté. Voilà, donc il y aura simplement un arrêt des têtes de prélèvement dans le cadre des prélèvements. La tête de prélèvement est ce qui permet de stabiliser les conditions météorologiques dans le cadre d'un prélèvement et différents autres paramètres. Il faudra, a priori, donc si pas de changement, encore une fois, prendre d'autres paramètres comme les orientations de la cassette. Et voilà, de ne pas prélever quand il y a plus de 4 mètres secondes,
C'est ce qui est un peu rappelé dans les projets de normes. Et donc, cette norme sortira, sauf exception, il y aura peut-être des changements et on n'a pas toutes les informations, mais certainement en 2020. Voilà, il y a un arrêté qui est important, qui fixe les conditions de mesurage et d'accréditation des organismes. Donc, un laboratoire, c'est un OEC, donc organisme évaluateur de la conformité. Voilà, donc cet arrêté, il est indiqué, il peut être consulté, donc ça rappelle tout ça. Je pense qu'on peut passer de slide, Mélanie. Voilà. Donc là, il y a quelques photos. Alors, il y a une chose qu'on rappelle, c'est que la notion de méta, elle est pas propre à la France, mais en tous les cas, elle est appliquée en France, elle est obligatoire en France pour analyser les filtres qui sont issus des prélèvements pour les mesures d'empoussièrement. Il y a 3 méthodes différentes au niveau européen, et après, donc, il y a la méthode méta est appliquée en France. Donc, on voit un microscope méta, on va l'appeler comme ça, électronique ici, donc qu'on peut voir sur toute la hauteur. C'est ce qui permet d'analyser avec toutes les normes qu'il y a derrière les filtres. Ensuite, on peut voir des illustrations de la zone de respiration d'un travailleur. Donc l'illustration, c'est une demi-sphère au niveau de, bon, juste devant la bouche. La demi-sphère n'est pas représentée, mais on a l'orientation de la cassette pour vraiment prélever de la bonne manière. C'est une des méthodes qui est imposée, bien entendu, par les normes. Et puis on a une vue de derrière sur tout ce qu'on peut, bon voilà, d'un opérateur. Et la cassette passe par le dos et revient par le dessus, tout simplement. Et je pense qu'on peut passer cette slide. Oui, juste une petite précision sur la position de la cassette qui doit être orientée comme on la voit sur la photo. Hop. Je te laisse continuer, Jérémy. Alors, donc, bon, le rôle central des organismes accrédités, bah, c'est plutôt simple, c'est que l'État et les instances ont décidé que cette activité nécessitait, notamment d'un point de vue santé, nécessitait des compétences telles qu'il fallait une accréditation derrière, tout comme on peut comparer à des qualifications diverses dans l'amiante ou dans diverses activités. Ce qui est intéressant dans cela aussi, c'est qu'on respecte une norme qui s'appelle la norme 17025, qui est la norme des laboratoires d'essai et d'étalonnage, qui fait référence à des choses importantes comme l'indépendance, l'impartialité, pour s'assurer d'une qualité de résultat. Donc ça, c'est un point important également. Bon, après, effectuer des stratégies d'échantillonnage représentatives du niveau d'empoussièrement ou de l'exposition journalière, ça reprend aussi la compétence qui est demandée en fait pour l'obtention d'une accréditation. Et bon, un dernier point de qualité de méthode. Alors l'importance des rapports finaux, finalement, parce que quand on fait un prélèvement, on a un rapport d'essai qui s'ensuit, et ce rapport d'essai tout seul, il ne veut pas dire grand-chose, parce que parfois il y a plusieurs prélèvements dans la même zone. Donc ce rapport d'essai ne veut pas dire grand-chose. Ce qui est le plus important, c'est le rapport final qui regroupe un certain nombre d'éléments, tous les résultats, parfois les aspects réglementaires, mais rarement quand même, mais plutôt est-ce que le prélèvement est déclaré COFRAC ou non? Est-ce que la mesure est déclarée COFRAC, pardon? Parce que le prélèvement c'est une chose, l'analyse c'est une chose, mais le résultat et la position du logo COFRAC c'est une autre chose. Et donc ce rapport final reprend la stratégie, les prélèvements, les analyses et le résultat, en fait. Tout ça, et en fait, l'ensemble fait qu'on peut avoir une visualisation globale. Alors, il y a la vérification des comparaisons interlaboratoires, tout simplement pour les organismes de stratégie et de prélèvement d'air en amiante, on n'a pas d'obligation
de faire des comparaisons, de participer à des comparaisons interlaboratoires. Par ailleurs, les organismes qui font les analyses ont cette obligation. Et donc, ce sont des résultats qu'on peut demander pour faire une comparaison des laboratoires et potentiellement choisir ceux qui ont les meilleurs résultats. Voilà, donc c'est un point qui est important pour évaluer la qualité des sous-traitants d'une certaine manière. En fait, l'État a mis en place, la DGT a mis en place ces comparaisons pour pouvoir effectivement juger la qualité des mesures, parce qu'on réalisait qu'en fait, sur un même échantillon, on n'avait pas forcément le même résultat. Donc la mise en place de ces comparaisons interlaboratoires, c'est justement donc, pour tirer vers le haut l'ensemble des prestations. Et une chose supplémentaire, finalement, ça apparaît en tant qu'obligation dans la 17025, la norme des laboratoires. Par contre, dans les référentiels laboratoires d'analyse de prélèvement d'air, il y a une indication, alors ça doit être le Labré 26 ou 28 ou les deux, qui indique qu'on n'a pas d'obligation pour le prélèvement. Voilà. Ça, apparemment, s'il n'y a pas d'obligation, peut-être qu'il y a des volontariats, certainement, mais il ne doit pas en avoir beaucoup. Mais l'analyse, voilà, c'est des choses qu'on regarde pour la qualité de la sous-traitance. Et je pense que tu peux passer à la slide suivante éventuellement. Oui. Je te laisse, je sais plus comment c'était la partie là. Donc, on va représenter rapidement dans le cadre les mesures environnementales. Bon, c'est des choses qui sont connues de certains des participants, d'autres peut-être un petit peu moins. Globalement, il y a 3 étapes très, très claires dans un désamiantage au niveau des mesures pour pouvoir avoir un aspect général de l'amiante, parce que l'amiante, c'est invisible, il faut le rappeler quand même. Donc, il faut savoir ce qui se passe au début du chantier, à quel niveau on est d'empoussièrement, avant de démarrer. Pour faire simple, avant de démarrer, est-ce qu'il y a déjà de l'amiante dans l'air ou pas? Donc tout simplement, ce qu'on appelle le point zéro, c'est l'état initial. Donc ça se passe avant les travaux. Donc pendant les travaux, il y a potentiellement beaucoup d'émissions. Donc on va mesurer à divers endroits du chantier pour se rendre compte des sources d'émissions potentielles d'amiante qui n'ont pas été maîtrisées en fait. Donc c'est intéressant. Et ensuite, à la fin des travaux, Mélanie fera le plaisir de présenter les mesures de restitution. Il y en a plusieurs et c'est très intéressant pour la maîtrise d'ouvrage ou maîtrise d'œuvre. Enfin, tu les présenteras. Donc là, on peut peut-être passer à la slide suivante pour... Juste, je vais me permettre de répondre à une des questions qui étaient posées. Donc, la question était, j'aimerais savoir si les mesures d'empoussièrement sont obligatoires avant les expertises d'assurance après sinistre. Et donc effectivement, en fait, la mesure qu'on va réaliser donc, en état initial ou alors la mesure E, qui est une mesure suite à incident, ça peut être nécessaire en fait pour évaluer les risques et donc savoir dans quelles conditions on va intervenir, ne serait-ce que pour réaliser cette expertise. Donc réglementairement, elle n'a pas forcément été définie, mais ce qui est réglementaire, c'est de réaliser une évaluation des risques pour pouvoir faire intervenir des salariés dans une zone potentiellement où il y a potentiellement des chiffres dans l'air. Donc, soit une mesure de type E, à mon avis, donc une mesure suite à incident, soit une mesure état initial. J'espère avoir répondu à votre question. Donc, la slide suivante. Donc ici, en fait, on peut voir différents triangles verts. Donc on voit sur la gauche localisation des pompes environnementales. Donc finalement, pendant le chantier d'amiante, on a différentes sources d'émissions aux différents endroits où il peut y avoir de l'amiante. Donc je vais le faire relativement rapidement. Donc tous ces triangles verts représentent des endroits intéressants pour mesurer les émissions suivantes. Donc la zone, le triangle 1 et le triangle 3, il s'agit de mesurer au niveau des
des sas donc de décontamination du matériel et déchets et du personnel. Donc les sas au niveau des zones d'approche. Finalement, la zone de travail amiante au milieu, c'est tout ce qui rentre et ce qui sort de la zone de travail pour voir s'il y a des bonnes récupérations et des bons extracteurs, entre autres, ou à différentes sources. Après, on a la zone de récupération. On a l'important aussi au niveau des extracteurs d'air. Au niveau des extracteurs d'air. Et après, on a deux autres mesures, 4 et 6, qui sont finalement, la 6 est extrêmement importante, puisqu'elle mesure hors chantier. Il peut très bien y avoir une personne qui travaille avec son ordinateur et la zone de confinement, hors zone de confinement et zone de travaux. Donc cette mesure environnementale est très importante pour savoir ce qui se passe à l'extérieur et si le risque amiante est bien maîtrisé dans le chantier. Et la 4, c'est une mesure environnementale dans le chantier qui permet de mesurer dans le chantier s'il y a de l'amiante qui est présente plutôt. Voilà, donc peut-être que Mélanie, tu as d'autres choses à indiquer par ton expérience, puisque tu me rajoutais quelques éléments. Ben, non, juste, il existe d'autres mesures, notamment des statiques en zone, pour vérifier comment le travail se fait en zone, mais c'est vrai que c'est pas forcément un intérêt de vérifier. Voilà, ce qu'on a vu comme mesure, c'était vraiment de voir si pendant la dépose, on a un impact sur l'environnement. Alors par contre, je profitais pour répondre à une question donc, concernant les mesures sur opérateur. Est-ce que c'est obligatoire en sous-section 4? Donc c'était ce que je vous avais expliqué dans une des diapos précédentes, sur laquelle je vais revenir. En fait, oui, les mesures sont obligatoires, mais à une fréquence un peu moins importante qu'en sous-section 3, puisqu'en fait, on va quand même devoir estimer le niveau d'empoussièrement et évaluer le risque de la situation dans laquelle on est. Donc, si on se trouve dans un processus qui est validé par la campagne Carto, on n'aura pas forcément de première mesure à réaliser, mais quoi qu'il en soit, il devra à minima en faire une dans l'année, par processus, par mode opératoire. À l'inverse, si on n'est pas dans un des processus qui a été validé par la campagne Carto, dans ces cas-là, on va quand même devoir faire une espèce de chantier test, même si ça ne s'appelle pas comme ça en sous-section 4, et ensuite réaliser des mesurages périodiques. J'espère avoir répondu à votre question sur ces mesures sur opérateur en sous-section 4. Donc oui, c'est obligatoire, mais avec une fréquence beaucoup moins importante. Donc pour revenir sur nos mesures, justement, c'est un peu le point que j'allais vous dire, mais là plutôt sur l'aspect environnemental. Donc là, pour le coup, la réglementation, elle ne dit pas ce qu'il en est vraiment. Est-ce qu'il faut faire des mesures dans l'environnement pour la sous-section 4? Il n'y a pas d'explication très claire. Par contre, il y a quand même une obligation de respecter le seuil de la santé publique. Ce qui fait que ça me permet de répondre en même temps un peu à la question de Luc sur le niveau 0, entre guillemets. Est-ce qu'il existe un niveau 0? Donc, en fait, dans la réglementation, l'arrêté sur les EPI dit qu'à partir de 5 litres, on doit être équipé. Donc, finalement, on aurait cette espèce de niveau 0, même si réglementairement, il n'existe pas. À l'inverse, les inspecteurs du travail vous diront qu'à partir du moment où il y a un risque d'inhaler une fibre d'amiante, puisque les fibres d'amiante ne sont pas... il n'y a pas de seuil en dessous duquel on ne peut pas atteindre être malade, puisque l'employeur a une obligation de sécurité de résultat en matière d'amiante. Finalement, il faut être exposé à partir du moment où il faut être protégé à partir du moment où on a été exposé. Donc, seuil 0, est-ce que ça existe ou pas? Il n'y a pas de réponse très précise. Par contre, en étant en sous-section 4, si on ne réalise pas donc, de mesures environnementales, on a intérêt à se situer dans un niveau d'empoussièrement inférieur à 5 fibrolitres, parce que finalement, si on est sur un niveau d'empoussièrement au-delà de 5 fibrolitres, alors ça veut dire qu'on n'a pas respecté dans l'environnement nos 5 fibrolitres. Ou alors, il faut réaliser ces campagnes pour vérifier qu'il n'y a pas de risque pour
des occupants. C'est, par exemple, je suis sur un processus de niveau 1 mais à 30 fibres litres. Ça veut dire que j'ai exposé potentiellement dans mon environnement, si je n'ai pas de mesure pour le vérifier, j'ai exposé potentiellement mes occupants à 30 fibres litres. D'où l'importance de bien qualifier le processus, d'avoir des mesures d'empoussièrement qui sont adaptées. Et peut-être que quand même des mesures environnementales pourraient être nécessaires. Donc voilà, j'espère également avoir répondu à la question, à la remarque de Luc. Donc, ensuite, sur les mesures de fin de chantier. Donc, j'ai voulu faire cette petite slide pour vous reprendre également les précisions qui ont été faites par la DGT d'Antuaire métrologie. Donc, une mesure de restitution, quand est-ce qu'on doit en réaliser? Concrètement, on ne doit en réaliser que pour les opérations de sous-section 3 qui ont donné lieu à un confinement. Donc, ça veut dire pas de première restitution sur un chantier de toiture, par exemple, en extérieur. Dès lors qu'il n'y a pas de confinement, on n'a pas de première restitution. Par contre, on va pouvoir avoir des mesures de fin de chantier à la fin d'une opération de désamiantage, donc qui est réalisée par l'entreprise pour s'assurer que finalement, entre le moment où elle est arrivée, où elle a fait son point zéro, et le moment où elle fait sa fin de chantier, elle libère une zone propre. En tout cas, cette mesure de fin de chantier, elle est obligatoire dès lors qu'il y a une intervention d'autres travailleurs à la suite des travailleurs de sous-section 3. Et cette mesure-là, elle doit être prévue dans le PGT, donc c'est ce que précise la DGT, en disant que finalement c'est une mesure de coordination de l'activité sur le chantier. Et celle-là, dans ces cas-là, puisqu'elle est dans les principes généraux à la charge du maître d'ouvrage, c'est le donneur d'ordre qui doit les prendre en charge. Donc, sauf si l'entreprise de désamiantage était dans le cadre par exemple, d'une opération de niveau 1 où elle n'a pas mis en place de confinement. Ensuite, les mesures de seconde restitution, donc celles-là, elles sont obligatoires pour les opérations de retrait et d'encapsulage d'un matériau de la liste A et B en intérieur, mais également sur les matériaux de la liste B, donc c'est l'exception, en extérieur qui pourrait avoir un impact sur l'intérieur. Dans ces cas-là, on va être obligé de mettre en place des mesures de seconde restitution, c'est ce qui fait la DGT dans le questionnaire. Alors, quand est-ce qu'elles sont réalisées? Donc, elles sont réalisées, la première restitution avant l'arrêt des moyens de protection collective, les mesures de fin de chantier une fois l'intervention de SS3 terminée et avant l'intervention de l'entreprise, forcément. Et puis les secondes restitutions, mais elles sont donc réalisées à la fin de la réhabilitation complète, donc juste avant la restitution des locaux aux occupants. Alors, on a une question. Qui définit la notion d'occupant de l'immeuble visée dans le Code de la santé publique? Dans le cas d'un chantier clos, les travailleurs succédant au désamiantage ne sont-ils pas des occupants de l'immeuble? Et bien c'est pour ça en fait qu'il y a cette mesure intermédiaire qui est la mesure de fin de chantier, qui est pas vraiment des occupants mais des travailleurs, et donc c'est ce qui doit être prévu finalement pour protéger les travailleurs qui vont succéder à l'opération de désamiantage, c'est bien de réaliser une mesure de fin de chantier, donc de type B, pour évaluer le risque pour eux. Voilà, je vais laisser la place à Jérémy. Alors, donc il y a quelques autres mesures, on va faire un petit point dessus quand même, qui sont importantes à savoir. Donc on peut, pour les matériaux de la liste A, on a dans un cadre d'utilisation normale des locaux, on peut être amené à réaliser une mesure si on a présence de matériaux suite à des diagnostics divers de bâtiments, qu'ils soient immobiliers, dossiers techniques amiantes ou qu'ils soient avant travaux ou démolition. Donc ici, on va plus se concentrer sur les DTA, diagnostics techniques amiantes, dossiers techniques amiantes, pardon, exactement, et sur les constats ventes ou autres diagnostics divers. Si un matériau a été reconnu amianté par ce diagnostic, donc on a différentes mesures possibles. Il s'agit des mesures A, B, C, D.
Pour les matériaux historiques les plus émissifs, on peut réaliser une surveillance périodique. Donc, dans un cas où le matériau, on va dire qu'il y a un état de dégradation relativement faible, donc il n'y a pas d'émission logique sans le toucher, on va faire la mesure A. Ensuite, si le matériau est très dégradé, on fait une mesure B avec différents délais. Et donc voilà, donc ça c'est le cadre, c'est un cadre hors travaux, c'est un cadre utilisation normale des locaux. Et donc pour un matériau moyennement dégradé, en quelque sorte, si on peut résumer, on va faire une mesure de type C. Donc toutes ces lettres sont définies dans le guide d'application, comme certains le savent. Et pour les autres matériaux type B, on va faire donc de la liste B, on va faire une mesure de type D. Alors j'en parle rapidement, je ne vais pas m'attarder du tout là-dessus, mais donc moi je suis également certifié diagnostic amiante avec mention, qui permet de réaliser divers diagnostics de cet ordre. Voilà, donc, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais c'est bien de savoir qu'en termes de diagnostic, il y a des mesures, ou même des mesures diverses pour sécuriser un endroit hors travaux. Voilà, et puis on va passer tout de suite à la suite. Tu peux peut-être passer à la suite, Mélanie? Tout à fait. Effectivement, on a voulu faire un petit point sur la stratégie d'échantillonnage. À quoi faut-il être vigilant, j'allais dire. D'accord. Je découvre un petit peu. C'est la conversation. Pour lire une stratégie d'échantillonnage, et notamment au niveau du processus, on ne va pas regarder pour l'instant la mesure environnementale, mais au niveau du processus, il y a 3 cas en fait. Il y a un cas, la sensibilité analytique, pardon, c'est simplement un indicateur de précision de mesure. C'est le domaine des incertitudes et de la probabilité mathématique, donc c'est simplement un indicateur de précision de mesure. La sensibilité analytique, pardon, je vais y arriver, visée doit être logiquement de 1 ou inférieure à 1, mais il y a 3 cas. Soit elle est inférieure à 1, soit elle est entre 1 et 3, soit elle est supérieure à 3. Donc il y a vraiment 3 cas différents qui sont expliqués ici. Si c'est cette sensibilité analytique visée qui doit être regardée ensuite dans le rapport final, dans le rapport d'essai, et il doit y avoir une comparaison. Si on vise une sensibilité analytique de 0,9 et qu'elle arrive à 4 dans le rapport d'essai ou le rapport final, forcément, il y a un souci. Donc, supérieur à 3, on est quoi qu'il arrive non réglementaire, non COFRAC et non réglementaire, dont le nombre de fibres compté est inférieur à 100. Ensuite, globalement, de manière générale, au premier point, la sensibilité analytique doit être de 1, mais il y a des cas où on peut aller jusqu'à 3. Il y a 2 cas très simples. C'est une durée courte du processus. Vous retirez des plaques d'amiante en 5 minutes. On n'aura pas assez de durée de volume prélevé pour pouvoir atteindre une précision de mesure, l'ASA, suffisante pour pouvoir se prononcer. Il faut généralement être dans un intervalle de confiance de 95%. Voilà, donc après, il y a aussi des cas où il y a une mesure un empoussièrement très fort, où on a un comptage délicat et pour diverses raisons techniques, on a du mal à atteindre une sensibilité analytique de 1. Donc depuis, j'ai pu l'arrêter en tête, mais depuis 30 mai 2018, je ne me trompe pas, l'ASA, on n'était pas encore accrédité. L'ASA peut monter jusqu'à 3. Et ça simplifie quand même les mesures et les validations de processus. Voilà, donc je pense que j'ai fait le tour. Donc en sans fibre d'amiante, il y a un arrêt systématique. Quand il y a
quand sans fibre d'amiante sont comptés, il y a un arrêt systématique du comptage. Et là, il n'y a pas de souci. Ouais, mais tu peux passer, Mélanie. Je pense que j'ai terminé. Donc ici, on peut voir sur une de nos stratégies divers éléments. Sur le prélèvement au poste de travail, donc c'est un prélèvement opérateur individuel, ça veut dire la même chose. C'est-à-dire un prélèvement dans la zone de respiration du travailleur, de l'opérateur de désamiantage, entre autres, ou d'intervention. Donc, on a un certain nombre d'éléments. Ici, on a des éléments importants, l'empoussièrement attendu. On a le numéro de processus du client. On a les séquencements en dessous. Mais globalement, ce qu'il faut regarder, c'est la sensibilité analytique visée. Et ça, en fait, ça permet de se faire une idée. Si la sensibilité analytique visée, elle n'est pas de 1 ou inférieure à 1, ça marche aussi. Si elle est de 1,5 ou de 3 ou plus de 3, c'est pas logique. Il peut pas y avoir. Enfin voilà, ça doit être comparé au résultat. En fait. Ça, c'est très important sur ce que je viens de dire juste avant. Il faut se référer aux 3 corps, inférieur à 1, entre 1 et 3 et supérieur à 3. Donc l'empoussièrement attendu, il peut être très élevé. Mais il définit le niveau, 1, 2 et 3, donc inférieur à 100 filles par litre, on est au niveau 1, et etc. Je ne vais pas rappeler ce que Mélanie disait tout à l'heure, mais ça permet de calculer aussi tout ce qui est en dessous, ainsi que la durée du processus. Ça permet de calculer le séquencement en fait, du prélèvement avec le nombre de filtres qu'on va calculer. Bon, là, ça reste technique, je ne vais pas rentrer dans les détails, sauf s'il y a des questions. Mais cette sensibilité analytique visée, c'est ça le plus important. En fait. À mon sens, il y en a peut-être d'autres à voir. S'il y a des questions. On peut passer. Il y a peut-être quelques questions. Non, c'est bon, tu peux y aller. Tu peux y aller. C'était un débat d'experts entre Luc et moi. Enfin, okay. Je pense comment lire un rapport cette fois-ci. Donc, sur quelle base, que vérifier? Le Labrev 28 qui est la référentielle de la mesure sur opérateur. Voilà, on doit vérifier la SA. L'objectif qui est dans la stratégie doit être atteint dans le rapport, comme j'ai dit. Donc, il y a plusieurs cas avec les 2 dérogations. Il n'y a que 2 dérogations pour être entre 1 et 3 au niveau de la SA. Mais on ne va pas s'attarder plus ici sur cette slide. Au niveau de la mesure environnementale, il faut vérifier impérativement si la SA est inférieure à 0,3, voire 0,5 dans des cas rares peut-être, ça dépend des endroits peut-être, mais juste sur justification technique. Globalement, il faut regarder que la SA soit inférieure à 0,3 pour des mesures environnementales de 24 heures. Donc, 0,0, seconde restitution, première restitution, etc. Donc là, il faut se référencer au QR métrologique qui définit bien les objectifs des mesures. Ce qu'il y a à regarder, finalement, c'est dedans. Mais il faut bien faire la différence entre la stratégie pour les mesures sur opérateur et les résultats. Et pour 4 heures, on se fixe sur une bande supérieure d'intervalle de confiance à 95%, puisque 4 heures, c'est court. On ne peut pas atteindre des SA très, très bonnes. Et finalement, comme on n'a pas beaucoup de volume, c'est toujours ce qui est important. Et on se base sur la référence du Code de la santé publique, puisqu'on est sur une environnementale. Il faut que les personnes ne sont pas équipées dans ces endroits-là, les opérateurs, les travailleurs, pardon. Donc, on se base sur la référence de 5 fibres par litre, avec toujours cette probabilité de 95%. Voilà, et donc je rappelle la définition de la sensibilité analytique. Des fois, c'est un peu vaste, c'est juste un indicateur de précision. Au plus on va compter d'ouverture de grille au niveau du filtre au laboratoire d'analyse, au meilleur, la SA sera bonne, tout simplement. Je ne vais pas aller plus loin. Je pense que j'ai dit ce que je pouvais dire. Non, je pense que ce qui est important de bien comprendre, c'est qu'effectivement,
au plus la SA elle sera faible, au plus on aura quelque chose de précis et il y a des sensibilités analytiques à respecter selon le type de mesure et c'est ça qu'il faut que vous reteniez quand vous allez lire un rapport pour savoir si vous pouvez l'utiliser ou pas, quoi. Voilà. Voilà, donc comment lire un rapport toujours. Le laboratoire qui a réalisé la stratégie doit être le même que celui qui réalise les prélèvements liés à cette stratégie. Je le rappelle, l'analyse doit être, le laboratoire d'analyse peut être différent. Le logo COFRAC essai est important pour l'utilisation de ces analyses puisque ce logo veut simplement dire que les méthodes ont respecté les normes, la méthode de prélèvement, il n'y a pas une pompe qui s'est arrêtée en plein chantier, il n'y a pas eu d'incident quel qu'il soit. Voilà, donc parfois on ne peut pas avoir une bonne SA, le logo COFRAC ne sera pas apposé, tout des choses comme ça. Bon, on n'a pas de liste exhaustive, mais c'est un peu ça l'idée. C'est une chose importante à regarder. Puis on peut passer à la slide suivante. Donc ici, on a une première page d'un rapport qui a été monté, hein, qui n'a pas d'information autre. Donc il y a des choses à regarder. En général, c'est une étoile, mais on voit stratégie. La petite étoile à côté, ça veut dire la stratégie est sous accréditation. Donc ça veut dire qu'on accrédite cette stratégie. Elle a été faite dans les règles de l'art de l'accréditation sous laquelle on est référencé dans les règles de l'art. Et c'est une condition pour avoir un logo COFRAC et un résultat accrédité. Donc stratégie accréditée, prélèvement accrédité avec la petite étoile sur le deuxième paragraphe. Et on verra après, on va rester sur celle-là, mais après c'est l'analyse. Dans ce cas-là, on a le résultat accrédité et on aura le logo. Voilà, donc ici on a divers éléments. Ouais, bon, tu pouvais passer très bien. On voyait le volume, mais bon, ça finalement, peu importe. Et il y a deux résultats. Nous, on encadre en rouge systématiquement dans tous les rapports. La sensibilité analytique, qui est une des choses à regarder, mais pas tout le temps, comme je vous ai expliqué. Le résultat, qui est la chose la plus importante. Pas tout le temps non plus, donc c'est pour ça que ça dépend des cas. Et puis, c'est tout. La bande supérieure, elle est reprise dans le résultat finalement, donc inférieure à 0,9. Et là, on a une mesure de type, je vais prendre cet exemple-là, je ne sais plus, c'est une première institution. Tu peux revenir au-dessus, Mélanie, s'il te plaît? Oui, c'était effectivement une première institution. Première institution. Donc, on est sur une 24 heures. Donc, c'est la SA qui doit être inférieure à 3 ou inférieure à 0,3, pardon, ou à 0,5 sur justification. Donc là, on est à 0,29. Globalement, c'est une SA qui est correcte. Et donc, le logo COFRAC doit logiquement être apposé. Sauf, voilà, on ne va pas entrer dans les détails, mais il y a d'autres cas qui peuvent faire que le logo n'est pas apposé, même avec une bonne SA. C'est tout là la délicatesse. Et on voit à côté du résultat aussi une petite étoile, ça veut dire que c'est accrédité. Globalement, tout y est pour avoir un résultat qu'on peut utiliser. Mais ça n'a rien à voir avec l'aspect réglementaire. Attention, l'aspect réglementaire, c'est une autre chose qui n'est pas dans la position du logo. L'accréditation n'a rien à voir avec l'aspect réglementaire. On peut avoir un prélèvement très bien fait avec une bonne SA, mais finalement, on dépasse les 5 fibres au litre et on est à 10 fibres, 20 fibres. Donc voilà, l'aspect réglementaire n'est pas respecté. Donc après, il y a des signatures. Et ce qui est intéressant dans certains rapports, il faut faire attention quand même de temps en temps, les versions. Il y a un historique de version qui est typiquement un aspect qualité. Donc dans peu de rapports, en toute franchise, on peut voir les modifications des rapports d'essai.
Mais on a eu un écart là-dessus en ton audit et effectivement, on l'a rajouté, mais ça n'apparaît pas partout. Mais effectivement, c'est bien indiqué dans le livret 26 et 28. Donc, on peut voir toutes les modifications qui ont été apportées sur quand il y a plusieurs versions de rapport d'essai. Et voilà, donc si tu veux peut-être ajouter quelque chose, Mélanie Non, juste effectivement pour expliquer que tout ça c'est hyper normalisé. Vraiment la métrologie c'est très contraignant en termes de normes et effectivement les laboratoires sont contrôlés sur le contenu de leur rapport et risquent de perdre leur accréditation si des petites lignes, des petites étoiles, etc. ne sont pas indiquées. Parce qu'effectivement, certes, grâce à la métrologie, on arrive à maîtriser le risque, mais il faut que ça soit bien fait. Je précise qu'on a un 12e spectateur qui vient de nous rejoindre, Monsieur Duedal Erwan, qui vient juste d'arriver. Bienvenue à vous. Alors ici, les points pour passer... Pardon, les points... Tu voulais dire quelque chose peut-être? Non, vas-y, je te laisse prendre la parole. Donc, les points pour passer commande, bon, entre autres, on ne va pas trop en détail, mais c'est des points importants quand même. L'attestation d'accréditation, c'est le deuxième point, excusez-moi. Bon, on s'assure des portées. Alors, c'est bien l'accréditation, mais il faut être très vigilant sur les portées qui peuvent être très précises dans certains cas, en sachant que pour notamment ce qu'on appelle l'HPENV, donc le hors programme environnement, il y a différentes portées. Ça a peut-être un autre nom, mais différentes portées. Donc, quand on fait du bâtiment, du génie civil, quand on est dans le milieu minier, c'est des portées différentes au niveau de l'HPENV. Donc, la vraie 26 et 28, c'est des portées donc, sur les immeubles bâtis, sur les mesures sur opérateur. Tout simplement. Donc, après, l'assurance très importante, classique. Donc, les objectifs de demande, bon, je l'ai mis 3 bons SS3 en SS4, c'est très logique, mais l'organisme, donc le laboratoire, donc a tout intérêt. J'avais un doute sur l'obligation de ça, mais donc de transmettre une fiche de demande de stratégie qui permet surtout de calculer les séquencements des processus. C'est extrêmement important et puis c'est un engagement qualité puisque sans cette fiche de demande, on n'a pas les durées de processus. On ne peut pas savoir si le processus va être court, si au bout de 30 minutes ça sera fini ou si ça met 2 heures, une vacation complète. Donc c'est très important pour le calcul et pour les dérogations, comme je disais, un processus très court a une dérogation jusqu'à 3 fibres par litre en SA. Voilà, donc c'est important. Il faut, bon voilà, les fiches de demande stratégique sont jointes au rapport final dans certains cas. Et puis je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, mais c'est des points. Voilà, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Tu peux avancer peut-être, Mélanie? Oui. Donc après, on voulait vous présenter les différentes solutions que nous proposons. Donc à la fois chez Diac Consultant Environnement et chez Tecoyam, pour vous aider à mieux gérer toutes ces mesures. Vas-y Jérémy, à vous l'honneur. Oui, donc merci. Donc ici on a, bon c'est notre logiciel, il y a des choses qui sont floutées par confidentialité. La confidentialité, l'impartialité, c'est 2 choses très importantes dans le cadre de la norme 1725. On a décidé dans notre méthodologie de ne pas tout exposer et donc c'est cette simple raison, mais il ne faut pas hésiter à poser des questions. Donc là, on a un aspect qui est la production opérationnelle, il s'agit de la partie technique. Le reste étant beaucoup de qualité. Bon, faut savoir que, je vais le rappeler quand même, un organisme de type laboratoire, il est basé sur 2 points très importants, 2 points centraux. Il s'agit de la qualité et la technique. Donc, si on n'a pas de qualité, c'est bien d'avoir de la technique, mais finalement,
on va pas forcément rendre des résultats corrects et corrects vis-à-vis de ce qu'on doit, des exigences. Voilà, donc tu peux passer à la slide suivante, s'il te plaît, je pense. Allons-y. Donc on a un petit logiciel, même un progiciel, pardon, qui permet d'avoir un certain nombre de choix et en fonction de... Donc ça, c'est le GAX. On revoit un certain nombre de types de mesures qu'il faut choisir. Donc ça, c'est le responsable de stratégie qui va, en fonction du plan de retrait, dans le cadre de... Donc on voit en haut le type d'échantillonnage SS3 en travaux. En fonction du plan de retrait, donc là, c'est la compétence du responsable de stratégie de prendre chaque phase. Donc il y a plusieurs phases de travaux parfois, et pour chaque phase, les mesures qui seront prévues, qui ont été prévues aussi par l'évaluation des risques du client, donc du désamianteur ou autre, ou de l'organisme qualifié SS4. Par exemple, la mesure eau dépend entièrement de l'évaluation des risques, ou quasiment entièrement de l'évaluation des risques du désamianteur ou de l'organisme SS4. Voilà, donc on peut passer, donc c'est ce qu'on va choisir pour la partie stratégie. On a un système de génération de plans intégré qui est extrêmement important, puisque finalement, dans un laboratoire, il y a énormément de données et on a fait une décision de tout regrouper dans un seul ERP. Donc, un seul ERP, c'est un système, donc en français PGI, logiciel de gestion intégrée. Donc, un ERP qui permet de tout centraliser les informations, donc l'informatique et les informations d'une entreprise ou d'une structure. Voilà, donc on peut passer, donc ça permet de faire tous les croquis nécessaires. Ici, on a les résultats après une liste de résultats après analyse, ou même avant analyse, une liste des prélèvements finalement qui se situe dans notre logiciel. Donc je ne sais pas comment le présenter parce qu'il y a plusieurs éléments là-dedans. Il faut générer le rapport d'essai, on a les historiques, on a un certain nombre de choses. L'énumération des prélèvements, voilà, différents objectifs. Et en premier lieu, on a les opérateurs, en deuxième lieu, on a les mesures statiques. Peut-être, Jérémy, ce que tu peux dire, c'est que tout ça, finalement, c'est accessible, si j'ai bien compris votre fonctionnement, sur une plateforme auquel vos clients peuvent accéder. Voilà. Pas cette plateforme directement, mais l'ensemble, effectivement, des dossiers. Bon, je ne l'ai pas mis en image sur le slide, mais effectivement, on a une partie qui est accessible sur l'ensemble des dossiers, l'ensemble des avancements. Et on a des liens informatiques directs avec certains laboratoires. Ce qui fait que vous pouvez, vos clients peuvent accéder rapidement à la donnée et ne pas attendre que l'un de vous valide, soit de retour pour ouvrir le bureau. Si j'ai bien compris. Sous réserve de validation des résultats. Tout à fait. Alors, comme il ne nous reste plus beaucoup de temps, si ça ne te dérange pas, je vais prendre la parole sur présenter Cézanne. Donc, je vais me permettre de vous partager un autre écran pour découvrir donc, cette application. Hop. Cézanne, c'est une application que j'ai développée, donc qui a vocation à accompagner, donc ça veut dire support d'exploitation du système amiante. Ça a pour but d'accompagner les entreprises de travaux, donc que ce soit en sous-section 3 ou en sous-section 4, pour gérer l'ensemble des contraintes qu'il peut y avoir sur ça. Tout le suivi qu'on va devoir faire par rapport à notre système de sécurité, on va dire, sur l'amiante. Donc, on va retrouver une partie sur le suivi documentaire. On va retrouver dedans le document unique, les processus, et dedans, dans les processus, on va pouvoir retrouver toute cette validation qu'on est obligé de mettre en place. Donc, la validation
du chantier test et des 3 validations. Tout ça, ça va se faire automatiquement dans l'application au fur et à mesure des mesures qu'on va rentrer sur le chantier. Et du coup, on va pouvoir retrouver l'historique des mesures qui ont été réalisées, processus par processus, et pouvoir justifier de notre état d'avancement. Ensuite, on va avoir donc, le suivi sur les chantiers. On va retrouver la liste des chantiers et dedans, on va pouvoir aller gérer un chantier. J'en prends un par hasard. Donc, je vous fais une présentation vraiment ultra rapide, mais tous ceux qui souhaitent peuvent me demander un rendez-vous et je vous présenterai plus en détail cette application. Donc, avec une partie registre de sécurité où on va pouvoir venir y déposer les documents de sécurité, donc notamment les PFS, les plans de retrait, les modes opératoires. On va retrouver dans le registre des vacations, on va pouvoir faire toutes les entrées en zone et suivre donc les différentes entrées en zone qu'il y a pu y avoir sur le chantier. En fait, on a 2 parties, donc une partie en bleu où on va enregistrer les informations et une partie en verte où on va venir consulter ce qui a été mis en place. Et dans le registre des analyses, c'est là qu'on va venir déposer nos fameuses analyses dont on vous parle depuis à peu près 1 heure. Donc voilà. Ensuite, donc registre des contrôles, on va pouvoir effectuer tous les contrôles qu'il peut y avoir sur un chantier. Le suivi des déchets, le journal de chantier dans lequel on va pouvoir enregistrer tout ce qui se passe sur le chantier, donc en mettant des vidéos, des photos, des enregistrements audio et pouvoir les consulter ensuite. Et puis le bilan aérolique qui va vous aider à réaliser le bilan aérolique sur le chantier si jamais il y en a. On va retrouver aussi un suivi du matériel qui a été affecté pour pouvoir avoir une vraie traçabilité de ce qui s'est passé sur vos chantiers. On va avoir dans la partie collaborateurs donc tout un suivi des listes des collaborateurs. On va retrouver les différents collaborateurs et pouvoir les affecter au chantier et éditer des listes qui vont pouvoir permettre d'alimenter éventuellement vos plans de retrait avec les formations qui ont été suivies, etc. Et on va retrouver les documents qui sont arrivés à l'échéance pour vous aider à piloter tout ça. Pareil sur le matériel, vous allez retrouver des listes de matériel pour pouvoir les affecter au chantier et donc avoir des matériels qui sont plus ou moins disponibles et ensuite, pareil, des matériels à contrôler avec des listes pour vous retrouver les dates de vérification à faire. Sur la partie déchets, donc on va pouvoir avoir également un suivi des déchets et savoir où est-ce qu'on en est en termes de tonnage qui ont été réalisés dans l'année, dans le suivi des DSDA, etc. Donc toute cette application-là est là pour vous aider à gérer au plus rapide. Et enfin, juste un dernier point sur lequel je vais vous montrer très rapidement, un suivi d'exposition professionnelle. Donc le but de l'application, c'est aussi de pouvoir savoir à quel niveau d'empoussièrement sont exposés les salariés et pouvoir de façon automatique générer suivi de ces salariés par rapport aux résultats que vous aurez saisis dans les analyses. Voilà, donc c'était vraiment une présentation très succincte, mais pour vous faire une petite idée de ce que je propose. Alors le but évidemment, c'est que vous puissiez prendre rendez-vous pour en savoir un peu plus, donc n'hésitez pas. J'espère en tout cas qu'on a répondu à pas mal de vos questions. Je vous laisse peut-être nous en poser encore si vous avez encore 5 minutes. Si vous avez des questions. Mélanie? Oui. En fait, ça permet Sésame, ça permet en gros à tes clients de ne plus avoir besoin de papier sur chantier et ils ont tout dans leur tablette, quoi. Exactement, tout est dans la tablette. Et donc du coup, au niveau rapidité, c'est top, quoi. En fait, exactement. Et pour le client final, c'est le gros point commun avec nous, en fait. Oui. Effectivement, le but, c'est de gagner du temps, de vous faciliter la vie. Et à la fin, grâce à cette application, le maître d'ouvrage va pouvoir récupérer un rapport de son travaux beaucoup plus rapidement puisque tous les éléments sont centralisés dans l'application. Et donc, peut-être après, éventuellement, avec votre client, voir si vous pouvez avoir des droits, partager des droits, etc. Et donc, ça fait gagner du temps, de l'efficacité à tout le monde et surtout, ça assure une sécurité en cas de contrôle, de pouvoir sortir assez rapidement tous les éléments sur le chantier. Donc voilà, c'est vrai que je pense qu'on a essayé de différencier
Consult et Sequoiam en vous proposant des solutions, je veux dire, qui ont le même objectif au final, dans puisque l'air c'est du temps, oui. informatique. C'est Voilà. ça. Alors, je vois qu'il y a une question Oui, de Monsieur Baillet, oui. tout dans la Je ne vois tablette, plus mais les. quid en cas d'expertise si bug? Ah, si bug. Mais il y a des Alors, sauvegardes, beaucoup de sauvegardes. alors donc effectivement, la tablette déjà, donc elle est reliée. Donc c'est un site, ça fonctionne en mode SaaS. Donc si la tablette elle-même a un problème, on se connecte avec un autre mode de Un autre connexion, identifiant. enfin non, pas un autre identifiant, on aura toujours le même identifiant, mais sur un autre outil. Par exemple, ma tablette, elle bug pour une raison X ou Y, je prends mon téléphone et j'y retrouve les mêmes données. Ensuite, je pense que Monsieur Baillet pensait à un bug total de l'application, en fait. oui, donc cette application, en fait, elle est sur deux serveurs qui permettent de générer, s'il y en a un qui bug, d'avoir le deuxième qui prend le relais. Donc, enfin, ça génère plus de sécurité. Et après, dernier point, ça fonctionne en mode offline, c'est-à-dire que si jamais il n'y a pas de connexion Internet, on va pouvoir avoir les données qui sont stockées provisoirement. Il ne va pas y avoir de connexion qui va pouvoir se faire, mais dès qu'on va retrouver la connexion, les données vont se mettre à jour. Jérémy, tu peux nous en dire un peu plus? Ouais, à mon sens, pour avoir l'expertise informatique de quelques années et l'ingénierie, le seul risque, tu me diras si je me trompe, Mélanie, c'est que on n'a pas Internet et que le disque dur de la tablette crache complètement, ce qui est un cas sur plus d'un million. Oui, donc là, l'avantage, c'est que finalement, comme c'est pas sur la tablette, c'est pas un logiciel. Qui est à risque. Parce que finalement, on est en mode SaaS, on est sur une application qui est répandue. On est sur qui n'est pas, ce n'est pas une application totalement qui est personnalisée finalement. Et en fait, il y a des gros serveurs derrière et il y a beaucoup de choses qui sont bien faites. Bon, après, je te laisse terminer, mais c'est vrai que En fait, les sauvegardes, Jérémy, tu peux nous expliquer en 2-3 phrases les sauvegardes qui sont faites? Comment ça fonctionne en 2-3 phrases? tu parles à Mélanie ou... Non, à toi, Jérémy. Ah bah c'est l'application plutôt de Mélanie, mais les sauvegardes sont permanentes, je Oui, pense, parce ouais, que tout à fait. en mode SaaS, c'est tout l'avantage de descendre, enfin voilà, de ne plus être en client lourd, ce qu'on appelle, on est en client léger, et donc tout est sur Internet, mais donc on peut avoir 3 sauvegardes par jour, on peut avoir tout ce qu'on veut, Oui. et je pense que ça doit être paramétrable, et en fait c'est l'avenir qui arrive un peu partout. Euh, le mode SaaS, en fait, il faut se renseigner sur le mode SaaS si vous avez des, des questionnements. Non, mais effectivement, disons qu'on n'est jamais à l'abri d'avoir un souci, mais comme avec le papier finalement, parce qu'on pourrait avoir le café renversé sur tous les papiers, on n'y retrouve rien, on ne sait plus ce qui est écrit. Enfin, voilà, il y a quand même l'informatique est sécurisée de nos jours aujourd'hui, et le fait qu'on puisse se connecter de n'importe quel autre outil assure une certaine sécurité. Voilà, donc j'espère avoir répondu à ta question, Lucie. Mais effectivement, c'était bien de préciser que cette application a la vocation à être spécifique à chaque entreprise, et donc c'est pas, ça sera un sésame pour chaque client. Et donc, c'est ce que je fais actuellement comme travail avec certains de mes clients, c'est de paramétrer l'application pour que ça corresponde à ce qu'ils avaient avant. Simplement, ce qu'ils avaient avant, on le transforme dans quelque chose de numérique qui va beaucoup plus vite. Alors, donc, la question concerne la probité d'une information à un temps T, mais expertisée quelque temps, notamment en cas de version modifiée d'un résultat, comment confirmer ou infirmer une situation en cas d'avis contradictoire. Et bien, informatiquement, tout ça c'est tracé. Mais après, je ne sais pas, on en est passé le retour d'expérience pour se dire si ça arrive souvent qu'il y ait des expertises qui remontent jusque-là, mais dans tous les cas, informatiquement, tout ça c'est tracé. On sait qui a fait quoi à quel moment. Donc,
en cas de Puis conflit. ça marche par signature électronique aussi. Tout est signé. Parce que tu as beaucoup de signatures dans Alors, tes documents. c'est pas les signatures électroniques, Non? c'est effectivement signé sur la tablette avec le doigt, mais au final, ça a la même valeur juridique qu'une signature sur papier. Il n'y a pas de. Sur une signature de papier, on n'appose pas un cachet justifiant ce qu'il en est, et sur l'application, c'est pareil. Donc, non, j'ai pas mis en place, en tout cas pour le moment, de module de sécurité sur la signature, parce que c'est la même valeur juridique avec une signature papier. Voilà, mais là, je trouve qu'on rentre un peu dans le détail technique, que le fond, enfin, il ne faut pas cacher le fond qui est intéressant pour les entreprises de gagner du temps. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Alors, j'ai précisé juste il y a quelques minutes à une dame, Madame Cécile, j'ai mis juste n'hésitez pas à nous contacter pour toute question technique hors webinaire, bien sûr. S'il y a encore des questions, il ne faut pas hésiter. Voilà, c'est valable pour tout le monde. Ok, bah écoutez, si vous n'avez pas plus de questions, je vous remercie de votre attention et puis je pense qu'on se tient à votre disposition pour pour une démonstration plus en détail de nos différentes solutions et puis pour vous accompagner, on est là pour Au niveau du revisionnage du webinaire, est-ce que tu peux nous... Tout ça est enregistré, donc je vais en faire pas de souci, Erwan, je me doute bien que les conditions de circulation sont évidentes. Et donc justement, tu pourras consulter le début du webinaire qui est enregistré et sur lequel on va faire inviter et que je transmettrai à qui le souhaite. Voilà. Je te ferai un lien, il n'y a pas de problème. Eh ben, je vous remercie à tous et puis je vous dis à bientôt. Merci beaucoup, bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci de votre participation.